Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Bienvenue dans une émission Focus qui est consacrée à Brexit, la sortie du Royaume-Uni depuis l'Union européenne, qui domine l'actualité ces jours-ci, qui fait parce qu'il légalement parlant, le Royaume-Uni pour bien quitte l'Union européenne le 29 mars 2019 à 23h. Mais à l'heure qui m'a cause avec vous, il y a plusieurs développements qui prennent lieu au Parlement britannique. L'avenir du Brexit lui paraît incertain. Même le calendrier n'est pas capable de dire avec certitude qui peut passer dans les jours qui peuvent venir. Surtout, le Brexit, c'est un dossier qui est bien important pour Maurice, qui fait parce qu'entre Maurice et le Royaume-Uni, il y a une relation commerciale bien importante. Et justement, nous, l'émission Focus ce soir, les consacrée à Brexit et pour débattre sur la question, sur les défis, les opportunités pour Maurice dans l'éventualité du Brexit, dans l'éventualité sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. On a 3 experts sur le plateau qui pour débattre sur la question. Chers téléspectateurs, nous avons plaisir à accueillir d'abord le docteur Narendra Boudou, qui est directeur International Trade Division au sein du ministère des Affaires étrangères. Bienvenue, docteur Boudou. Bienvenue. Merci. Nous avons aussi Ken Pouloussamy, qui est député CEO à l'Economic Development Board de Maurice. Bienvenue. Et finalement, nous avons Swadek Nuté, économiste sur le plateau, ou aussi le chairman de Legacy Capital, qui est une management company dans le secteur de l'offshore. Donc, au moment un petit peu l'analyse sur le plateau en termes de perspective économique. Bienvenue à l'MBC. Merci. Donc, chers invités, la première question, nous pouvons suivre le dossier du Brexit avec une attention particulière, Dr Boudou. D'abord, la première question, qui le marché britannique les représenter pour Maurice? Bon, en fait, le marché britannique, c'est un des marchés le plus important pour l'île Maurice, surtout quand nous cause l'Europe. En fait, nos shares de nos exportations sur le marché britannique, les presque 15-16%. Et le volume d'exportation, la valeur par exemple, est quelque part vers les 10 milliards. Bon, là, pour le moment, il baisse un petit peu. Donc, comme on peut dire, donc le marché britannique, surtout pour une bonne exportation des produits textiles, pour l'exportation du produit la pêche, le thon, et aussi le sucre. Donc, ça c'est un produit qui est le plus important pour Maurice. Donc, nous exportons bien beaucoup sur le marché britannique. Et pour PDAO, normalement, c'était le part du marché, c'est vers les 15-16%. Donc, pour nous, amis, on suit beaucoup d'évolution d'investissement étranger, surtout dans Maurice. Vous pensez le Royaume-Uni, c'est un partenaire clé à ce niveau-là? Effectivement, Abdel, c'est un partenaire très important pour Maurice, que ce soit en termes d'investissement direct étranger, mais aussi potentiel pour une entreprise qui est capable d'exporter des services. Nous voyons ici le secteur financier ou même le secteur des TIC. Et où se décnuter, on suit beaucoup l'évolution du marché britannique, le marché britannique, l'économie britannique, qui fait aussi important pour l'île Maurice. Bon, premièrement, Abdel, c'est que l'Angleterre, avant l'indépendance, déjà, était très dépendant de l'Angleterre. Donc, post-indépendance, avant même l'accord de Lomé, Maurice, c'est un lien étroit avec l'Angleterre, qui finit par la suite développer une convention de Lomé, puis nous finissons les autres accords qui finissent là. Mais l'Angleterre, c'est, après la France, deuxième partenaire plus important pour l'île Maurice, que ce soit pour l'exportation, le tourisme, mais surtout au niveau de la diaspora aussi. Donc, l'Angleterre, à un moment, c'est le plus gros marché d'exportation. Aujourd'hui, il est deuxième après la France, mais aussi pour le marché touristique, important, très important. Et avant de continuer une discussion, il est important pour le grand public capable de comprendre c'est quoi le Brexit, c'est quoi cette sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Justement, Axel Ramdial réalise un reportage pour nous capables de comprendre un peu l'historique, un état des lieux et les perspectives de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. À nous garder le reportage, après nous continuons la discussion.
C'est après un référendum public le 23 juin 2016 que le Royaume-Uni fin décide pour quitter l'Union européenne. The total number of votes cast in favour of Remain was 16,141,241. The total number of votes cast in favour of Leave was 17,410,742. This means that the UK has voted to leave the European Union. 52% qui votent pour, 48% contre. Membre de l'Union européenne depuis 1973, le Royaume-Uni fin choisir pour sortir depuis sa bloc 28 pays-là à partir du 29 mars 2019, ce qui appelle British Exit ou Brexit tout court. Depuis sa vote-là, le Royaume-Uni fin entame une négociation avec les autres pays de l'Union européenne pour tomber d'accord sur un divorce deal qui pourrait indiquer clairement que le Royaume-Uni peut sortir depuis l'Union européenne. Ça deal-là appelle the Withdrawal Agreement. Ça l'accord-là couvert un point suivant. Combien l'argent Royaume-Uni pour bien payer l'Union européenne pour terminer ce partenariat avec sa ligne-là? Il pour à peu près 39 milliards de livres sterling. Elle note point qui pour arriver pour les citoyens britanniques qui vivent dans les autres pays de l'Union européenne et vice-versa. Et puis, comment pour éviter une frontière physique entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande? Et il y a aussi une période de temps, une transition period qui finit accordée pour que le Royaume-Uni et l'Union européenne tombent d'accord sur un trade deal et pour donner un business le temps pour assister eux avec Brexit. Si ça withdrawal plan là gagne feu vert, pas pour un gros changement entre le 29 mars 2019 et le 31 décembre 2020. Mais ça withdrawal agreement là, pas fin adopté par le Parlement britannique jusqu'à l'heure. To the right, 202. The nose, order. The eyes to the right, 202. The nose to the left, 432. So the nose have it, the nose have it. Unlock. Mr. Speaker, the House has spoken and the government will listen. It is clear that the House does not support this deal, but tonight's vote tells us nothing about what it does support. Nothing about how or even if it intends to honour the decision the British people took in a referendum Parliament decided to hold. The result of tonight's vote is the greatest defeat for a government since the 1920s in this House. This is a catastrophic defeat for this government. After 2 years of failed negotiations, the House of Commons has delivered its verdict on her Brexit deal, and that verdict is absolutely decisive. Nous ban confrères de la BBC fin prépare différents scénarios qui sont capables d'arriver à partir de maintenant. Soit réussi à approuver un nouveau deal, sinon capable d'en 5 possibilités. Un sortie no deal, un nouveau référendum comme en 2016, organisme une élection générale anticipée, un vote of no confidence dans le Parlement ou bien renégociation. Pour le moment, tout regard braqué dans ma nouvelle discussion dans le Parlement britannique et le calendrier. Selon la loi, le Royaume-Uni quitte l'Union européenne le 29 mars 2019 à 23h. Mais Premier ministre Royaume-Uni Theresa May fin demande à Conseil européen pour répondre Brexit jusqu'à le 30 juin prochain. Mais les dirigeants européens fin dire non et que fin accord à Royaume-Uni 2 options. Soit renvoi Brexit à 12 avril ou bien 22 mai prochain, selon ratification ou non de l'accord de retrait dans le Parlement britannique qui peut discuter la question ces jours-ci. À ce stade, selon mon analyste, il est impossible pour dire avec certitude qui peut arriver concernant Brexit. Donc, Dr Boudou, dans le reportage, on trouvait qu'il y a beaucoup d'incertitudes par rapport à Brexit. Seule certitude qui nous a, c'est qu'illégalement, l'Angleterre bien quitte l'Union européenne le 29 mars, mais à part de ça, il y a beaucoup d'incertitudes, même sur le calendrier. Peut-être qu'on peut briefer nous le dernier développement. Oui, c'est vrai, en fait, il y a beaucoup d'incertitudes. Ça nous touche, d'ailleurs, tous les journaux, quand il y a les mêmes journaux. Bon, le dernier développement, c'est que maintenant, c'est the House of Commons, donc, qui prend contrôle, des options
qui ont pensé, c'est une alternative qui est mettre sur la table. Donc, nous connaissons qui déjà un deal qui finit de négocier entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne, qui ça dit là pour le moment, il n'y a aucun support. Et deal là même, dans deux, disons, il y a deux parties dedans. Il y a le withdrawal agreement, et ça nous fait écouter, qui est là dans le withdrawal agreement. Hein? Et en plus de ça, il y a une political declaration qui est très important. Et c'est le political declaration qui, normalement, détermine un paramètre des relations qui peuvent exister entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne après le withdrawal. Donc, ce qu'il prévoit, qu'il peut y avoir une négociation commerciale entre les deux parties et que je arrête la date du décembre 2020 pour terminer les négociations. Donc, si je n'ai pas fait ali, je finis aussi d'accord qu'il possiblement prendre une extension pour 2 ans encore. Donc, disons qu'il peut avoir un time frame de 4 ans pour être capable de faire un accord commercial. Donc, pour être capable de maintenir notre relation économique et commerciale. Donc, là, nous connaissons que ça est off the table for the time being. Et comme on peut dire, c'est donc le Parlement britannique qui finit prendre le contrôle. Donc, il y a 4 ou 5 différentes options qui se peuvent essayer de mettre sur la table et que je ne vais pas se vote. Première option, c'est l'option l'accord qui descend. C'est une des bonnes options. Deuxième option, c'est que pour la Grande-Bretagne, les risques dans l'Union douanière européenne. Si vous voulez, nous sommes capables d'analyser un par un, mais c'est une deuxième option. Troisième option, qui est la Grande-Bretagne, les risques dans le single market. Quatrième option, c'est justement qu'il nous capable de faire un nouvel référendum. Mais justement, Dr. Boudou, on peut tellement d'options. On peut suivre ça lors d'indépendance. On peut suivre ça lors d'indépendance hier, il fait un dernier sondage. Maintenant, situation peut inversée, 55% britanniques maintenant peuvent vivre dans l'Union européenne. Justement, d'ailleurs, il y a une manifestation, si je ne me pas tromper, dimanche. Plus d'un million de Britanniques ont manifester pour rester dans l'Union européenne. Il y a aussi un online survey qu'ils veulent faire. Plus de 6 ou 7 millions de Britanniques peuvent dire maintenant que nous devons rester. Donc, si tel est le cas, on ne connaît pas peut-être si vous avez fait un nouvel référendum, et une des bonnes options, justement, sur lequel les députés britanniques pour mettre sur la table pour voter, c'est est-ce qu'ils vraiment besoin quitter l'Union européenne ou non. Mais the issue is, déjà, il y a un référendum, normalement, bien respecter le référendum. Mais maintenant, voilà, these are the different options. Where there is one certainty, que la Chambre des communes voté qu'ils ne pas les quitte l'Union européenne sans un accord. Donc, besoin d'un accord. Donc, the problem is, maintenant, c'est l'accord. L'accord là qui finit de négocier, mais malheureusement, la Chambre n'est pas pour cet accord. Donc, il y a un limbo là, en fait. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, tu vois, dans l'économiste, il y a un article, il dit this is a mother of all messes. Et vraiment, c'est une messe extraordinaire. Et d'ailleurs, cette situation-là peut bouger tous les jours, mais c'est moi qui bouge fixe. Il peut bouger fixe, il peut bouger là. Donc, il y a une vraie incertitude. Justement, quand vous le savez, la situation peut bouger fixe, Dr. Boudou, il trouve le terme exact, et bien dans telle situation, et est-ce qu'il Maurice, comment nous peut faire face à cette incertitude-là? Effectivement, c'est extrêmement compliqué et il y a une situation qui se évolue au jour le jour. Nous ne pouvons pas prévoir, nous ne pouvons pas prédire qui peut arriver demain. Et dans ce contexte-là, ce qu'on appelle l'investor sentiment, la communauté des affaires, il y a incertain. Et il y a un sentiment de wait and see. Et ce qu'on dit aussi, c'est par rapport à qui peut-être Britannique maintenant peut répondre 2 fois ce qui vient sortir dans l'Union européenne. Effectivement, quand les discussions, quand nous avons des statistiques, c'est que la contribution de, allons dire, United Kingdom dans l'Europe, par exemple, ou même vice-versa. Donc aujourd'hui, le poids, ce qui représente l'Union européenne dans le GDP des États-Unis, du United Kingdom, donc la Grande-Bretagne, il est presque 12,6%. Et inversement, l'Europe, le poids de
United Kingdom, il est presque 3,1%. Déjà là, si il y a l'arco ou une incertitude, il y a beaucoup de choses qui viennent négatives. Premièrement, c'est l'économie britannique lui-même, l'économie qui peut affecter énormément. Et déjà, nous trouvons au niveau de taux d'échange, une gain, une dépréciation de la livre sterling par rapport à $, de 15%. Bon, une pick-up un petit peu, mais toujours incertain. À Maurice aussi, ça crée une dépréciation de la livre sterling par rapport à la roupie. Ce que ça veut dire, c'est que les Britanniques aujourd'hui ont moins d'argent à dépenser en termes de purchasing power. Et ce qui est aussi important de souligner, c'est que dans ce contexte-là, quand il y a une dépréciation de la livre sterling, quand il y a une incertitude, il y a impacté définitivement l'économie. Et que le financial market réagit négativement. Donc pour Maurice, comme nous l'expliqué, c'est qu'il y a un poids de United Kingdom dans l'économie mauricienne. Donc forcément, il peut y avoir un impact. Et ça, l'impact-là, nous devons mesurer, nous devons assesser et après, guetter comment est-ce qu'il nous coupe avec lui. Mais valeur du jour, ce qu'il m'a dit, c'est we don't know what we can preempt will happen. For sure, pour un agreement ou peut-être une renégociation, mais tout cela veut dire que l'incertitude continue à perdurer. Justement, sur l'écouter, quand vous avez fait avec la situation actuelle, l'économie britannique est affectée, quand vous avez un chiffre, depuis qu'il y a le Brexit en juin 2016 jusqu'à aujourd'hui, nous trouvons la croissance économique du Royaume-Uni peut chuter. Cette année-ci, peut prévoir une croissance 1,5% pour l'économie britannique, quand même une perspective économique pour le Royaume-Uni n'est pas aussi au V avec le Brexit. Bon, il y a tellement d'impact. Premièrement, quand les Britanniques, quand ils votaient, je partais dans cette information. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on trouve les parlementaires britanniques et l'anglais en général réalisent c'est quoi le Brexit. Quand on regarde ce qui est arrivé, dès du monde qui pousse pour le Brexit, c'est Nigel Farage et Boris Johnson. Aujourd'hui, ce n'est plus pas trop ils ont disparu de la map. Et cette situation qui peut évoluer aujourd'hui, c'est que personne ne connaît dans quelle direction ça peut aller. Et l'impact est énorme. Déjà, un chiffre qui a avancé, depuis le Brexit, l'Angleterre perdit à peu près 55 milliards en termes de baisse dans ce PIB. Okay? Ça ramène nous à peu près un chiffre de 800 millions de livres par semaine. À l'époque, quand les Brexiteuse, je peux faire une campagne, je disais que l'Angleterre perdit à peu près 350 millions de contribution dans l'Europe, mais à une cause qui l'Europe donne l'Angleterre. Donc, aujourd'hui, juste ça, des chiffres-là, nous peux cause 350 millions de livres que l'Angleterre peut payer, mais le manque à gagner déjà de l'Angleterre, de United Kingdom, les 800 millions par semaine, qui déjà est énorme. Un chiffre qui finit avancé, c'est que si la Banque d'Angleterre, par exemple, il avance un chiffre qui dit que si, avec les scénarios, comment dire, qui peut évoluer en ce moment, l'économie anglaise peut avoir une baisse de son PIB d'à peu près 4% par année pendant les prochaines 15 années. Mais comment même une décroissance? Nous pécons une baisse, c'est-à-dire year on year, pendant 15 ans, et les mêmes avancées, le gouverneur de la Banque centrale, qui nous arrête dans une situation comparable à 1930. 1930, qui est arrivé, nous avons un nouveau terme économique qui est défini, c'est stagflation. Stagflation, nous avons une situation de high inflation et un taux de croissance anémique. Donc, cette situation-là est vraiment complexe et c'est pour ça que vous trouvez qu'il n'est pas aussi simple que ça pour l'Angleterre sortir de l'Union européenne. Et presque toutes les études qu'il fait par un économiste, il est unanime que l'Angleterre peut sortir grand perdant de sa situation. Laissez-moi se découter, ou parce que stagflation dans les années 1930,
Et nous connaissons un macroéconomique objectif important, c'est aussi l'emploi. Mais c'est moi, le gouvernement britannique peut mettre beaucoup actuellement le taux de chômage, qui paraît un paradoxe. Le taux de chômage peut continuer à baisser dans l'Angleterre, il arrive à 4%. Et quand on peut regarder ça par rapport à Price Index, il dit nous que l'Angleterre finit atteindre le plein emploi. Et vous connaissez, finalement, il n'est pas totalement vrai pour dire qu'il finit une baisse dans un employment. Parce qu'il n'oublie pas, c'est que l'économie anglaise finit dans un hiccups. Déjà, nous pouvons trouver productivité en baisse. Nous n'avons pas fini dans un investissement qui finit. FDI pas fin arrive dans l'Angleterre. Quand on compare la situation, l'Angleterre, par rapport à les autres G7 countries, l'Angleterre est lag behind. Donc, finit dans une situation peut-être conjoncturelle, mais quand nous analysons la situation aujourd'hui, pour moi, the worst is to come. Ce n'est pas quand Brexit est voté, c'est-à-dire le référendum 2016 à maintenant, c'est what is next. Parce qu'il n'oublie pas, pour moi, une des situations catastrophiques qui est capable d'arriver, c'est Londres, le marché financier. Si l'Angleterre sortit dans l'Union européenne sans un deal, et que l'Angleterre perdit, c'est ce qu'on appelle le passporting, c'est-à-dire aucun deal qui fait l'Angleterre pas pour capable pas close le deal en Europe, mais c'est la fin de le marché, le city, comme on appelle. Et vous imaginez l'impact que ça peut avoir l'Angleterre, mais le monde. Et là, nous cause un état des lieux du Brexit. Nous pourrons être maintenant dans le vif du sujet. Nous accueillons Axel Ramdial. Bonsoir Abdel Bolaki, bonsoir mon invité qui est au plateau, bonsoir mon téléspectateur. Donc, en effet, Abdel, au final, à la rencontre de deux opérateurs, ce qui nous est capable de dire en premier lieu, c'est qu'ils peuvent suivre aussi de près sa situation dans le Royaume-Uni. Là, il y a beaucoup de développement et quand nous cause l'actualité Brexit, nous cause aussi l'incertitude. Donc, l'appréhension peut bien exister. Mais il y a néanmoins un point qui rassure un opérateur, c'est que Maurice a un savoir-faire qui lui fait réussir à maintenir jusqu'à ce terme. Un savoir-faire qui comprend la main-d'œuvre qualifiée, le produit haut de gamme, mais aussi la valeur ajoutée. Ce qui fait ressortir aussi dans sa interview là, c'est que l'Angleterre, il reste assez important pour qui peut exporter vers ce pays-là. Parmi les différents secteurs qui dans l'exportation, il y a un secteur d'ISIC. Et là, je suis le CEO de Mauritius Sugar Syndicate, Devesh Dukira. Donc, comme on connaît, Mauritius Sugar Syndicate est responsable de l'exportation d'ISIC mauricien au marché extérieur. Et c'est environ 30 000 tonnes d'ISIC spéciaux qui sont exportés là-bas dans le Royaume-Uni. Donc là, un nouvel reportage d'Evesh Dukira, CEO et Mauritius Sugar Syndicate, une interview qui fait tourner jeudi dernier. Concernant le secteur sucrier, donc donne-nous plus de détails sur l'exportation d'ici dans le Royaume-Uni. L'Angleterre reste un marché important pour nos sucres spéciaux. Il y a des types de sucres qui aujourd'hui nous exportés de Maurice. Le sucre blanc, il y a dans différentes destinations. Deuxièmement, les sucres spéciaux. Les sucres spéciaux sont des sucres à valeur ajoutée, des sucres non raffinés qui apportent quand même un gain plus substantiel que le sucre blanc pour la caisse commune, donc pour tous les producteurs. Alors, tous les producteurs bénéficient de sa valeur ajoutée-là. Et l'Angleterre, nous sommes capables de dire c'est le marché avec lequel nous développons production des sucres spéciaux, à cause des années 70. Et nous avons un client qui nous développe des sucres spéciaux depuis ce temps-là, qui toujours nous un client, il reste fidèle à nous parce qu'ils ont confiance dans la qualité, dans le service, etc. Et alors, même aujourd'hui, quand on cause des sucres spéciaux en particulier, l'Angleterre reste le marché principal pour Maurice. Du cas de nous quelques chiffres. Alors, contrairement aux 500 000 tonnes qui nous étaient exportées avant 2009, que c'était principalement, encore une fois, le sucre gros pour être raffiné en Angleterre, aujourd'hui, disons si on prend les 6-7 dernières années, les exportations en moyenne
ont été de l'ordre de 45 à 50 000 tonnes. Alors, vous trouvez les bien moins qui sont exportés avant. Mais pour les sucres spéciaux, en particulier, représentent environ 30 000 tonnes de sa 45-50 000 tonnes. Alors, on trouve le poids pour les sucres spéciaux sur ce marché particulier-là. Est-ce que le secteur sucrier est concerné par une incertitude qui peut gagner autour du Brexit? Pour les sucres spéciaux, il y a un revenu encore plus important, dont la nécessité, c'est de pouvoir toujours gagner un accès préférentiel sur le marché britannique. Bon, nous besoin dire que, heureusement, il y a une négociation qui est en cours entre le gouvernement mauricien et le gouvernement britannique. Alors, il y a l'accord qui finit signé, Maurice faisant partie du groupe ISC, Eastern and Southern Africa. Et il y a l'accord qui finit signé avec le gouvernement britannique que, en cas d'un Brexit, nous, toujours, pour gagner un accès qui nous est actuellement sous les accords de partenariat économique avec l'Europe. C'est-à-dire, en d'autres mots, l'Angleterre aujourd'hui, qui forme toujours partie de l'Europe, c'est l'accord qui l'extend à un pays ACP, PMA, un pays moins avancé ou un pays ACP comme Maurice, pour maintenir ce accord-là. Right? Alors déjà là, il y a une garantie qui est là, in the short term, et d'ailleurs, dans le même dialogue, in the short term, there should be no disruption of trade. L'Angleterre, si je donne un chiffre, sa consommation est environ 2 millions de tonnes. Les produire de la betterave, environ 1 million de tonnes. Alors, les besoins importent environ 1 million de tonnes. Et avec sa surplus de production qui est là actuellement, avec le marché commun, il y a environ 800 000 tonnes à peu près, qui peut sortir l'Europe et rentrer de l'Angleterre. Et d'où, quand nous... Il y a un oversupply. Et là, les autres d'ici qui peuvent rentrer depuis les autres origines également. Ça veut dire qu'aujourd'hui, valeur du jour, tant que l'Europe d'un marché commun, right, Union européenne, c'est tout comme les autres pays européens, et non, trop beaucoup de disques disponibles, c'est pourquoi que le prix bat. Alors, pour nous, avec Brexit, il est capable d'une opportunité. Si en cas, pénant un accord, en fait, évidemment, ça c'est un scénario, si je n'ai pas trouvé un accord, un hard Brexit, je n'ai pas trouvé un accord avec l'Union européenne, ça veut dire que pour ne plus faire partie de ce marché commun-là, dans lequel cas, il peut y avoir probablement un tarif, enfin, vraiment prématuré pour nous capables guess qui va un scénario pour non. Mais disons un scénario quand il peut y avoir un tarif, le sucre qui peut venir depuis l'Europe, alors que nous, l'infini garantit nous que nous pouvons continuer à avoir un accès préférentiel. Dans lequel cas, nous sommes capables de gagner une priorité d'accès au pays européen. Et dans lequel cas, le marché européen, le marché britannique en particulier, il peut avoir un déficit, il n'est pas suffisant, il n'est pas un surplus qui est là actuellement là. Et quand il n'est pas autant surplus, de facto, le prix du marché pour améliorer et nous avons un prix de revient encore plus intéressant. Donc, comme nous avons trouvé dans cette interview-là, il y a un défi, mais il y a aussi une opportunité pour Maurice, dépendant de la tournure qui Brexit pour prendre. Narendra Boudou, qui est un spécialiste dans le commerce extérieur, une réaction dans sa interview qui nous fait guetter concernant le secteur sucrier et sur l'exportation. Oui, bon pensez, M. Devesh Dukura, il fait ressortir le point. Ce qui est plus important pour nous, c'est de maintenir l'accès préférentiel sur le marché britannique. C'est un modèle important. On a normalement une exportation qui fait des pays tiers, donc des third countries, sur le marché britannique. Pour le sucre, je paye une taxe de 419 € par tonne. Donc, imaginez-nous, si nous prenons l'accord avec la Grande-Bretagne, qui peut arriver nous? Donc, normalement, nous avons besoin de payer aussi 419 € la tonne de sucre sur le marché. Mais ça donne un avantage compétitif comparé avec les autres grands producteurs du sucre. Donc, c'est pourquoi nous disons que le marché britannique est important. Le marché britannique est important pour le sucre spéciaux. Ça aussi est important pour nous comprendre. Qui fait, on peut dire ça? Les sucres spéciaux, c'est un disque qui a une prime. Il n'est pas vendu au même prix qu'un disque blanc ou disque rouge. Normalement, le prix est capable de varier entre 700 et 800 $. Donc maintenant, comment les fins faire ressortir, nous avons une exportation de presque 40 000 tonnes de sucre spéciaux sur le marché britannique et qu'il y a un potentiel qui nous augmente l'exportation de sucre spéciaux. D'ailleurs, il est bien possible ça, qui fait nous essayer de faire un branding pour le sucre mauricien, pour les sucres spéciaux. Et en plus de ça, ce qui aussi nous peut essayer de faire, c'est que nous classifier les sucres spéciaux, nous donner un certificat qui s'appelle Geographical Indication, une indication géographique,
à travers ça, au capable augmente encore plus la valeur de l'Odyssée. Donc, nous pensons que nous, c'était d'ici qui est encore l'avenir. Oui, justement, l'avenir, c'est à nous maintenant de définir la stratégie pour le sucre. Si nous pouvons essayer de vendre du sucre blanc, là, il y a un problème. Mais si nous spécialisons dans un very niche market, et c'est ça qui nous va causer, et justement, c'est ça qui nous va faire dans toute une négociation. Hein, nous faisons une négociation avec la Chine, quand nous faisons gagner un quota de 50 000 tonnes de sucre, c'est justement pour le sucre spécial. Nous allons faire une négociation avec l'Inde, plus ou moins, où nous sommes capables de gagner un quota de 40-50 000 tonnes en cours, c'est pour le sucre spécial. Si nous spécialisons dans ça cycle qui fetch a very high premium, et c'est un very niche market qui pas tout le monde qui a fait ça, nous avons fait ça, et nous certifions à travers une marque, pas une marque, une indication géographique, c'est la propriété industrielle, nous certifions comme ça. Donc, il y a un prix extraordinaire. Et normalement, il y a un segment partout dans le monde, par exemple Starbucks, quand on va là-bas, je ne sais pas si il y a n'importe qui dit que vous avez le sucre spécial. Donc, il y a un outlet comme ça. Et moi, personnellement, si nous spécialisons dans sa catégorie de sucre à forte valeur ajoutée, il y a un potentiel énorme que nous avons exploiter. Et après, le secteur sucre, Axel Ramdial, on finit aussi le secteur textile, on finit un petit peu le pouls des opérateurs, j'ai un peu d'appréhension, l'opportunité que je vais trouver dans le Brexit, comment ça vient de passer? Tout à fait, Abdel. Donc là, nous finissons à la rencontre pour le secteur textile du directeur général de Star Knitwear, Ahmed Parker. Star Knitwear qui compte environ 25 ans d'expérience dans l'exportation dans le Royaume-Uni. Et il y a un marché qui a toujours sur l'importance, comme on finit de dire, pour sa usine-là, il mise l'innovation et le savoir-faire mauricien pour faire face compétition mondiale. Donc là, à nous get interview Ahmed Parker, CEO Star Knitwear, un reportage qui finit faire lundi dernier. Quelle importance marché britannique est pour Maurice quand nous cause l'exportation textile dans le Royaume-Uni? Le marché Royaume-Uni, c'est un marché qui historiquement est important pour Maurice en général, pour Star Knitwear spécialement, parce que ça fait 25 ans qui tient le marché du premier place dans le bon export. Et c'est un marché qui tient une situation contre l'économie anglaise toujours assez fort, qui tient un growth rate qui donne un sens améliore nous bonne la vente. Et en plus, nous avons une histoire de compréhension de ce marché-là. Et il marche très bien pour nous. Star Knitwear grandit avec ce marché-là et un marché encore très, très important pour nous en termes d'usine. Quel impact Brexit a dans l'entreprise quand nous peut prendre en considération un accord qui finit aussi signé, par exemple l'accord entre Eastern Southern Africa et QK? Le Brexit, c'est un inconnu parce que jusqu'à l'heure, le statut de Grande-Bretagne n'a pas encore été finalisé. Comme nous le voyons récemment, tout ban proposal dans le Parlement en termes que Theresa May met de l'avant, il a rejeté. Et nous passons si je peux vers un deuxième référendum qui m'ont pensé pour nous en termes de pays meilleurs parce qu'avec l'arrangement que nous avons déjà avec le EU, il est plus pratique. Mais bien sûr, c'est la décision des Britanniques pour décider si ils ont envie de rester en Europe ou pas. Mais le problème qui a affecté nous, c'est plusieurs. Premièrement, c'est la question de l'économie britannique. Est-ce qu'il peut avoir un impact direct? Quand il y a définitivement économiquement affaiblissement de cette économie-là pour affecter la vente vers ce marché-là. Deuxièmement, c'est la question de bon arrangement douanier qui existe déjà en termes d'Europe. Si vous changez directement, spécifiquement pour l'Angleterre, nous ne pouvons pas être au courant 100% comment pour faciliter ça. Bien sûr, pendant une période de transition qui pourra là où sa période de soft landing, qui ne peut pas être un abrupt arrêt d'importation, mais quand même, ça nous pas 100% sûr qui exactement peut arriver. Et il y a un risque, toujours il y a un risque parce que les Britanniques, quand ils viennent un pays hors de l'Union européenne, ils ont une décision stratégique, ils ont changé et ils ont affecté Maurice. Mais pour l'heure, nous prenons cette information, pour l'heure, nous prenons ça souci, mais en même temps, il y a nous qui, à least, nous avons une période de transition, quand ça va d'accord là, pour protéger nos bons intérêts en termes de pays et même la région, parce que toujours nous négocions en termes de région qui donne un plus
la force en termes de négocier avec un bloc économique en Europe, l'Amérique. Quand nous prenons en considération la concurrence qu'il y a au marché international, mais aussi mon incertitude au niveau Brexit, donc qui m'a un défi secteur textile y confronté? On pensait que le secteur textile toujours fait face à un défi, même dans l'histoire du textile. Pendant 40 ans, nous tenons une histoire de 100 000 personnes qui n'arrivent de 50 000 jusqu'à 45 000. Ça veut dire que nous faisons une grande transition. La raison d'être du textile mauricien, originalement, c'est parce que nous avons un privilège de quota. Quand notre quota a été éliminé en 2005, nous avons une situation où beaucoup d'usines de l'Asie, un groupe asiatique qui sorti de Maurice, qui a place en Vietnam, en Bangladesh, en Inde, en Chine, partout, parce que nous n'avons aucun avantage de quota pour livrer sur ce marché-là, comme l'Amérique, comme l'Europe. Mais il y a quand même ça, un nominal duty qui se donne l'avantage. Mais ça aussi, aujourd'hui, n'est plus le cas. Aujourd'hui, Maurice, il compite directement sur un marché international avec méritocratie, pas avec protection. Ça veut dire que le bénéfice duty est bien mince aujourd'hui en termes de son impact. Ça veut dire qui fait Maurice existe en textile. C'est ça la question que nous avons demandé. Maurice existait parce que Maurice a ce savoir-faire, il y a la connaissance de 40 ans, il y a l'intégration, full integration, nous livrer du qualité qui est important pour un client de marque, nous livrer dans un délai très court parce que nous avons cette expertise-là. Et historiquement, Maurice toujours tient une place spécifique en termes de qualité et livraison. Et si nous maintenons ça et nous développons le troisième pilier, ça doit être le produit. C'est-à-dire si nous avons fait design à Maurice, nous avons créé le produit à Maurice, nous avons créé un différentiel entre Maurice et l'autre pays, nous avons existé pendant longtemps. Mais seulement, bien sûr, il n'y a pas une industrie qui peut employer énormément de gens, parce que premièrement, nous peinons les nombres de personnes, le critical mass en termes de possibilités d'emploi. Beaucoup de Mauriciens avancent dans une situation que je monte en termes de chrono d'emploi. Je n'ai plus envie de travailler dans l'usine parce que je vois ça un hard work, il y a qui demande de longues heures. C'est la réalité du textile. Nous ne pouvons pas sans ça à Maurice. Mais c'est moi, je rentre dans le design, je rentre dans le chrono, que je dans un scientific background, que je gagne la paix beaucoup plus fort. Même travail là, il est un peu hard, mais c'est moi, je connais en termes de salaire, je vivre très très bien. Et je connais ça salaire aussi. Ça veut dire toujours le textile représente un chrono qui donne potentiel emploi, même ailleurs de Maurice. Et beaucoup, par exemple, jeunes Mauriciens qui travaillent dans une usine Maurice, dans le Madagascar, dans le Bangladesh, dans l'Inde, qui fait parce que je donne une connaissance, je donne un savoir-faire et je demande des clients. Mais mon pensée pour nous, vraiment, la réalité, c'est que si nous faisons le produit, que nous avons un produit avant-garde dans le marché, Maurice a l'avenir assez fort. Mais tout ça, c'est une question d'effort, effort. Et ben, défi pas pour réduire, parce que le monde même, il est fragilisé. Le monde même, il y a un défi qui, chaque jour, quand nous regardons la télé, nous trouvons il y a une crise naturelle, il y a une crise économique, crise politique, et tout ça, il affecte nous parce que nous pouvons exporter dans le marché mondial. Ça veut dire que nous ne sommes pas immunes à ce effet-là. Maurice a un savoir-faire, une connaissance et une expertise dans le textile. Néanmoins, nous ne sommes pas immunisés par un défi international, y compris Brexit. Pour nos amis, Economic Development Board, sa responsabilité n'est pas uniquement l'investissement, il occupe aussi le commerce international. Au niveau EDB, il y a une unité qui occupe textile. Qui a une stratégie qui EDB met en place pour soutenir l'industrie textile mauricienne dans l'éventualité d'un Brexit? Premièrement, je peux vous dire que par rapport à Brexit, donc, il y a effectivement un exercice que nous faisons pour être une société qui principalement exporte la Grande-Bretagne et qui a une action qui nous vient entreprendre pour capable assurer qu'ils sont compétitifs et aussi productifs dans ce marché-là. Donc en 2016, nous avons une étude qui nous fait identifier 13 sociétés qui sont dans une situation, allons dire, assez dépendante de l'Angleterre pour l'exportation. Dans ces 13 sociétés-là, il y en a 4 sociétés dedans qui sont bien vulnérables parce qu'ils sont dépendants totalement de l'exportation vers donc la Grande-Bretagne. Et avec évidemment la dépréciation de la livre sterling, ça a impacté la sustainability même à long terme.
Donc, le gouvernement vient de l'avant avec ce qu'on appelle le speed to market. Donc, le speed to market, c'était un scheme pour capable acheminer un produit plus rapidement et être compétitif sur ce marché-là, avec un refund de 40% de frais et frais de cost qui est là. Donc, aujourd'hui, nous avons dit presque 158 millions de roupies qui ont déboursé à la société, pas seulement au niveau textile, appareil, mais dans différents secteurs. Mais nous avons dit 47 sociétés bénéficier de l'appui de sa speed to market là. Parce que nous devons aussi comprendre que dans l'Union européenne et dans les autres pays qui sont plus compétitifs. Donc, on a un reportage, le Vietnam, Bangladesh, Madagascar sont beaucoup plus compétitifs dans une certaine marge, dans une gamme de produits. Alors que nous devons exporter medium to high class products et ces produits-là devons acheminer rapidement avec un reduced lead time. Donc, ça, c'est un volet qui nous guette. Maintenant, ça, c'est un support qui, effectivement, directement, il donne à l'entreprise. Maintenant, ce qui est plus important, c'est comment est-ce qu'il nous restructurer, comment est-ce qu'il nous devient plus compétitif. Comment nous dire, il y a une relocation dans un pays qui est low cost, parce que nous ne pouvons pas compétir avec ce pays-là. Par contre, si nous pouvons investir dans la technologie, dans le design, que nous sommes capables d'un savoir-faire, qu'aujourd'hui nous pouvons produire une certaine qualité, et nous pouvons acheminer plus rapidement sur le marché. Donc ça, il peut garantir nous le part de marché qui nous désigne. Si nous décortiquons un petit peu, le chiffre qui nous est au niveau de ça, 7,6 milliards, 7 milliards qui nous exportés aujourd'hui en termes de produits. Donc, il représente 4,7%, 4,6 milliards de roupies dedans les textiles et appareils, 2,4 milliards c'est seafood products et 552 millions c'est du sucre, comment on dit, du sucre spécial. Nous, aujourd'hui, ce qui nous a été comme opportunité, c'est quand un accord peut implémenter un accord, si un accord peut implémenter à partir Brexit avec l'Union européenne, pour un tarif, pour de terms of trade pour changer. Comme un terms of trade pour changer, nous pouvons gagner une opportunité. Qui est une niche qui nous a rentré. Je ne pas cause de protection, mais cause les autres issues aussi. Par exemple, quand nous cause BPO, ICT. Donc, dans l'Europe, dans l'Angleterre lui-même, ils outsourcent un certain nombre d'activités, que ce soit finance, l'assurance, bancaire, ou même dans les autres activités à un pays, que ce soit Pologne, Hongrie, Roumanie. Aujourd'hui, c'est un tarif, parce que quand nous cause un accord, il peut avoir un impact sur le movement of goods, movement of people, movement of services, movement of capital. Donc, ces quatre aspects-là, ils peuvent faire qu'ils peuvent être plus rigides pour nous capables, l'Europe avec l'Angleterre, cohabiter et faire un échange. S'il y arrive, si nous avons un hard Brexit. Donc, dans ce contexte-là, nous nous avons été qui bonne opportunité nous gagner dans le district, dans le textile, dans le secteur financier, dans le secteur ICT, BPO. Donc, ça, c'est un petit peu une perspective qui me tient envers par rapport à ce débat. Et merci, Axel Ramdial. On vient de contacter mon opérateur du sucre textile. Et avant qu'on quitte nous sur le plateau, quand pour nous servir, fin cause aussi l'impact au secteur services financiers, mon propose vous et bien invité à nous guetter réaction de professionnels qui basés actuellement dans le centre financier à Londres. Il y a James Benoit et Richard Hedley, c'est des CEOs d'une société qui trouve dans le centre financier de Londres. Nous finissons recueillir cette réaction hier par téléphone de Londres, ce qui cause l'opportunité pour Maurice, pour surtout le secteur des services financiers avec le Brexit. The opportunities are immense, especially as Mauritius is focusing more and more on Africa. And with the Brexit, the UK and the London markets, especially banks like mine, will continue to focus. So Brexit does not necessarily disrupt the growth which Mauritian financial services are seeing in Africa. And also the core business which Mauritius has with many EU institutions, I'm not sure Brexit will directly affect that as well. So I could see a scenario where Brexit is good for Mauritius, both with dealing with EU financial institutions and UK institutions. From my perspective, I think it's a great opportunity for Mauritius.
as an offshore financial centre vis-a-vis some of the more established centres, say, for example, Jersey, Guernsey, Isle of Man, etc. It's somewhere with historical ties to the UK, so they can appeal to UK offshore jurisdictions, but also to some of the European ones, for example. Obviously, the French also have a connection to yourselves. So I think overall, I think Mauritius is an opportunity, certainly from our own perspective. We have begun transitioning ourselves and some of our business over to Mauritius to take advantage of the opportunity that it's a good link into both Africa and into the rest of the world as well. So yes, I think the main challenge, I think, really will be convincing people that Mauritius is the destination of choice kind of thing. I think it's very easy to use the kind of the traditional, as I say, the Channel Islands as an offshore centre, as a jurisdiction for investment. But I think Mauritius needs to focus on that, being sort of so remote and far away from, let's say, from the UK. But overall, no, I think it's a great opportunity, and I think the main benefit is definitely that it's definitely cost competitive vis-a-vis the other financial centres. And personally, I find that dealing with the people there is much more professional than, say, dealing with some of the other jurisdictions where there's a little bit of arrogance. So I think that would be the main benefit to the jurisdiction. Convincing people that Mauritius is an investment destination of choice, Swadik Nuté, c'est une déclaration très très forte. Hein? Définitivement. Bon, le Brexit, c'est vrai que Maurice lui donne une opportunité, surtout par rapport à l'Afrique. Quand Maurice nous peut essayer de mettre le centre financier, le IFC Mauritius, as a gateway to Africa. Là, quand l'Angleterre, comme on le connaît, c'est the place where private equity investment happening. C'est un fonds, il y a beaucoup d'investisseurs, je regarde, c'est l'Angleterre. Et l'Afrique lui représente une grosse opportunité pour un investisseur international. Mais là, quand Maurice, nous avons sa possibilité, quand nous mettons en avant, quand nous avons créé cet écosystème, comme on dit. Nous avons créé cet écosystème-là et nous avons fait de sorte que nous avons attiré nous ne pouvons pas attirer un big investment bank. Forget about it. Là, ce qui nous peut causer, c'est beaucoup plus, nous pouvons attirer des niche players, des boutique firms qui sont spécialisées dans wealth management, le private equity et surtout aussi le fund administration. C'est une niche qui nous donne une opportunité qui est capable d'ouvrir pour Maurice par rapport à les autres centres financiers, comme nous connaissons, comme Isle of Man, etc., etc. Donc, nous devons saisir cette opportunité-là. Mais pour faire ça, nous devons créer cet écosystème-là, nous devons mettre en place un fast track pour nous, à la fois. La différence, c'est que on gagne un investisseur qui a envie de set up sur firme Maurice. Bon, on a une licence qui a besoin de faire une application. Et c'est là le challenge. Comment nous sommes capables de mettre en place une infrastructure parce que nous sommes capables de réaliser des affaires aujourd'hui, c'est que nous avons un centre financier, oui, mais nous pouvons compter avec beaucoup de centres financiers aussi. Et peut-être, à ce point-là, Ken Poussami est capable de réagir. Comment peut mettre le système pour qu'il nous améliore le secteur? Au fait, ce qui est important de souligner aussi, je suis totalement d'accord et en ligne avec les propos de Swadik, c'est qu'aujourd'hui, sa opportunité, nous avons fait Maurice vraiment venir sa plateforme et nous avons rendre une niche. Donc, ce qui nous appelle cross-border investment, comment est-ce que nous channel ça capital flows là, utilisant Maurice. Et ce qui est essentiel pour nous, c'est l'image, la perception de Maurice. Donc, il y a un centre, par exemple, que nous sommes capables d'avoir une association, que ce soit, on peut parler ici, de Luxembourg ou même Malta, il y a une synergie qui nous a développée avec l'émergence de une discussion qui nous a au niveau Brexit. Là. Maintenant, le secteur financier, évidemment, il y a plusieurs segments. Nous, il y a un nouveau
produits qu'ils mettent en place par rapport à ça pour qu'ils nous plateforme plus compétitive, plus attrayante. Et ce qui est essentiel aussi, c'est le cost of doing business. C'est comment est-ce qu'ils nous assurer que, comparativement avec les autres centres financiers, qui nous cost of doing business toujours reste compétitif. Nous avons une plateforme qui est transparente, qui a un échange d'informations fait, qui a une coopération avec les autres juridictions. Pour que Maurice... Même l'Union européenne vient de publier sur Blacklist, on trouvait que Maurice fait d'épargner de... Oui, mais nous pas une sortie de l'auberge, allons dire, parce qu'il y a beaucoup d'efforts encore qui nous peut bien faire au niveau compliance, au niveau normes, standards. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'efforts qui nous font, mais nous devons continuer. Et aujourd'hui, ce qui est essentiel pour nous, c'est peut-être sortir dans un mindset, allons dire, de double taxation, mais get vraiment qu'est-ce qui Maurice est là comme unique selling proposition en termes de stabilité, en termes de proximité et l'accord qui nous a avec l'Afrique, en termes de savoir-faire, et comment Maurice aujourd'hui positionne comme une plateforme de service. Donc, qui a une facilité qui Maurice est là aujourd'hui pour attirer un opérateur, que ce soit dans l'activité de back-office, que ce soit dans une activité spécialisée, de mergers and acquisitions, cause de wealth management, de asset management, d'investment banking. Donc, tout ça, c'est une panoplie, un portfolio d'activités qui, éventuellement, nous a développé. C'est que disons que le service financier est différent. Le business même est différent parce que la juridiction est très, très importante. Donc, pour nous capables vraiment, comme nous peut dire, nous pouvons l'île Maurice, c'est que nous avons l'équivalence juridictionnelle avec les autres centres financiers. Comment dire, nous avons ça. Nous appelons dans le langage financier le passporting. Okay? Donc, ça, nous avons encore beaucoup d'efforts pour faire et nous sommes capables de ramener nos centres financiers à un niveau que nous avons comparer nous avec ces grands centres financiers. Et nous cause l'impact Brexit, le secteur sucre, le textile, le service financier. Dr Boudou, un opérateur, fait un aussi que nous cause le secteur thon, qui apparemment. C'est un secteur qui est concerné directement par le Brexit. Non, bien évidemment. Hein. Nous exportons d'ailleurs beaucoup, dans le reportage, nous exportons beaucoup de thon sur le marché britannique. Et d'ailleurs, la compagnie Princess Tuna, c'est une compagnie britannique qui est basée à l'île Maurice ici. Le seul affaire qui m'a dit, nous devons maintenir l'avantage tarifaire qui nous est là sur le marché britannique et c'est un avantage extrêmement important parce que normalement, le taux ou un produit de pêche est taxé à 24% sur le marché britannique. 24%. Donc, quand nous exportons ça, nous exportons en franchise de droit, donc nous ne payons pas du tout taxe, donc déjà nous avons un avantage compétitif. Right? Donc, ce qu'il nous fait maintenant, c'est s'assurer que nous maintenions cet avantage compétitif-là et que nous pensons que nous pouvons l'accord qui d'ailleurs nous finit signé avec la Grande-Bretagne. Et donc, là, cet accord-là, il maintenir cet avantage compétitif-là. This is the one thing, first thing. The second thing, c'est l'approvisionnement en thon. Parce que nous faisons un processing à l'île Maurice. Donc, nous sommes capables de source le thon. Et normalement, le sourcing de raw tuna nous fait la plupart du temps des navires de l'Union européenne. Nous la pêche dans la région et nous sourçons nos raw tuna qui nous processent de Maurice avec l'accord qui nous fait faire maintenant avec la Grande-Bretagne. Justement, nous fait maintenir la possibilité pour nous capables de source, continuer à sourcer raw tuna depuis le navire de l'Union européenne et les pour qualifier comme étant originaires. So, ça, c'est le deuxième élément. Troisième élément maintenant, dans l'accord aussi qui nous fait négocier, il y a une disposition, l'automatic derogation. C'est une dérogation automatique qui permet nous d'approvisionner nous-mêmes en thon de pays tiers. Donc, nous pouvons acheter thon là dans n'importe quel pays, mais seulement les caps, normalement 6300 tonnes. Donc, nous venons chez avec Seychelles. Non, mais quand même, c'est une autre disposition qui nous fait négocier avec la Grande-Bretagne pour s'assurer que nous pouvons aussi utiliser des pays tiers. Donc,
si nous résumons, première affaire, nous maintenons l'accès préférentiel, donc nous gagnons l'avantage compétitif de 24%. Nous sommes capables de continuer source de navires de l'Union européenne, c'est-à-dire, comment on peut dire, the main sourcing outlet for Mauritius, nous maintenons. Et troisième affaire qui nous fait aussi, qui a une possibilité pour nous capables d'utiliser le thon, qui capte à une certaine quantité de pays tiers. Donc, nous maintenons, c'est ça l'avantage du marché britannique. Après le thon, nous venons aussi le secteur des services. La demande Bimsen Konaidos à la régie pour montrer nous le tableau pour l'arrivée touristique depuis Royaume-Uni vers Maurice. Nous trouvons en 2017 Finena 149 807 touristes britanniques qui font une visite Maurice. En 2018, le chiffre passe à 151 913. Donc, malgré le Brexit, la menace du Brexit, nous trouvons qu'un Poulouchami, qui le tourisme britannique peut continuer à Maurice, a une croissance de 1,4%. Donc, pour vous, comment on assesse un peu l'avenir du secteur de l'hôtellerie par rapport à Brexit? Effectivement, le chiffre fait montrer qu'il n'est pas affecté sa quantité-là, mais quand nous comparons avec l'année précédente, la croissance a diminué. Nous avons une croissance qui est plus dans les années 2015-2016. Là, nous avons une croissance presque 1,5%. Ce qui est plus important, peut-être, c'est le purchasing power, comme on dit, parce que quand il y a une dépréciation de la livre sterling, il y a moins de casse pour dépenser. Donc, est-ce qu'il y a un touriste anglais qui plus les temps à Maurice ou bien moins les temps? Vous avez dépensé moins de casse. Aujourd'hui, la contribution est presque 7 milliards, qui représente 10,8% dans les recettes totales du tourisme. Mais nous faisons assez prudemment pour nous analyser, comme on nous dit, il est difficile pour prédire qui peut arriver. Mais les statistiques qui m'ont gagné par rapport à le flux de travelers depuis l'Angleterre, nous trouvons aussi qu'il y a une tendance à la hausse. Bon, sorti 70 millions l'année dernière, 2017, à 74 millions en 2018. Donc, ce qui veut dire que pour l'instant, on n'a pas pensé à un grand impact, sauf que peut-être en termes de dépenses, qui les touristes étrangers, anglais surtout, à Maurice, ils dépensent probablement moins et ils opèrent moins les temps. Et là, sur l'Ignuté, à plusieurs reprises, Ken mentionne le taux de change dans votre tournoi vers l'économie sur le plateau. Et surtout, si la régie est capable de voir le tableau concernant le taux de change, beaucoup de Mauriciens deal avec le Royaume-Uni. Nous trouvons, depuis une annonce, le Brexit en 2016, à ce jour, comment nous peut trouver, la roupie mauricienne fin appréciée par rapport au livre sterling. Et c'est nous trouvons une chutée par près 6 roupies. Donc, ce tableau-là indique-nous que la livre sterling peut déprécier par rapport à la roupie mauricienne depuis Brexit. Donc, sur la dignité, vous trouvez peut-être une perte dans le pouvoir d'achat de britannique par rapport à Maurice. Est-ce que ça est capable de l'impact le visiteur britannique? Donc, certainement. Donc, ce que vous trouvez là, c'est la dépréciation de la livre par rapport à $, qui répercute l'argent. Donc, l'effet qui anglais pourrait trouver avec moins d'argent pour dépenser, de facto qu'il peut impacter le pouvoir d'achat. Donc, mais seulement, comme on nous disait au début de notre émission, c'est que nous pas encore connaît what is the outcome of Brexit. Est-ce qu'il peut happen? Et s'il peut arriver, comment il peut arriver? Est-ce que parce qu'il y a une étude qui nous démontrait que si nous avons un hard Brexit, ok, la livre est capable de perdre encore 25% de sa valeur. Là, il y a une situation assez grave parce que, comme nous finissons de démontrer sur le plateau, l'Angleterre représente un gros marché pour notre exportation, pour le tourisme, même au niveau de notre FDI dans Maurice. Et là, quand nous cause le fait que ça tableau, le nombre de touristes qui peuvent visiter Maurice, mais nous ne pouvons pas regarder les en termes de nombre de touristes. Nous avons regardé le length of stay et déjà fini là une légère baisse de length of stay. Et le problème, c'est est-ce que l'hôtel peut encore facturer au même prix qu'en livre? Et si je peux ajuster le prix, est-ce qu'il peut impacter Maurice pour une destination plus chère pour eux, pour les Anglais? Et quand nous connaissons une situation
Bandimoun appauvri, j'étais moins escasse pour dépenser, surtout pour faire vacation. Et là, quand nous sommes un petit peu prudents, nous ne connaissons pas ça outcome là pour venir. On est encore loin de... Attendons voir. Attendons voir, voilà. Et justement, là, nous vous passons à dernier volet, l'émission. Un gros développement par rapport à Maurice dans le contexte de Brexit, c'est la signature le 31 janvier 2019 d'un Eastern Southern Africa United Kingdom Economic Partnership Agreement qui vient de signer dans Londres. Nous avons le reportage de Jagdish Jatou et puis nous terminons ma discussion au Salakola. Sorti Royaume-Uni depuis l'Union européenne qui vient sous incertitude pour l'exportateur mauricien. Fini un développement pour un opérateur local qui exporte d'autres produits vers ce pays-là, c'est un accord partenariat économique qui est signé dans Londres entre l'Eastern Southern Africa et le Royaume-Uni en faveur d'une exportation mauricienne, indépendamment retombée Brexit. Un Trade Continuity Agreement avec l'Afrique orientale et australe, Maurice fait partie de ce bloc-là qui garantit un traitement commercial préférentiel auprès du Royaume-Uni. L'accord fin signé entre le ministre britannique pour politique commerciale, George Hollingbury, et Girish Nanku, au commissaire Maurice dans Londres. Cet accord-là, c'est un accord de libre-échange avec la Grande-Bretagne, qui est représenté par le ministre chargé de la politique commerciale. C'est l'honorable George Hollingbury. L'accord-là est signé par 3 pays, Maurice, Seychelles et le Zimbabwe. Madagascar, Indomanenti, Télé. Aujourd'hui, avec une incertitude autour de la sortie de Grande-Bretagne depuis l'Union européenne, Maurice a environ d'un accord pour préserver nos échanges commerciaux, même après que le Royaume-Uni sorti depuis l'Union européenne. Donc, avec cet accord-là, nous pouvons garantir que Maurice gagne un accès préférentiel aux produits locaux, au marché britannique, duty free et quota free. De plus, avec cet accord-là, nous pouvons en plus clarté et prévision dans nos échanges commerciaux avec la Grande-Bretagne et nous pouvons préserver l'avantage compétitif, le marché que la Grande-Bretagne représente. Il y a 3 choses qui y englobent notamment. Et dans le commerce, produits en général, et oui, dans le commerce, produits la mer, et coopération pour développement entre Maurice et les autres pays signataires et la Grande-Bretagne. Ce qui est plus intéressant là-dedans, c'est l'accord-là, il y a une clause qui permet Maurice de négocier un accord qui peut englober plus de secteurs dans l'avenir, tels que secteur services, investissement, etc. Aussi, Royaume-Uni nomme une firme consultant pour identifier un projet spécifique pour développement coopération. Il peut accorder un soutien financier et l'assistance technique pour financer un projet sous ISE concernant l'accord. Le secteur concerné, c'est le développement infrastructure, l'intégration régionale et politique commerciale, entre autres, l'accord pour rentrer en vigueur une fois que le Royaume-Uni pour sortir depuis l'Union européenne. Donc, Dr. Narendat Boudou, quand nous avons signature à cet accord-là, il paraît qu'il y ait Brexit ou non, Maurice, nos exportations continuent à être garanties. Oui, c'est vrai. Mais avant qu'il me vienne un petit peu en détail sur cet accord-là, permettez-moi pour dire que normalement, quand tu finis de prendre la décision, après le référendum, quand il trigger l'article 50, tu dis des PNQ à l'Assemblée nationale. Et il y a un comité qui met en place, qui est d'ailleurs présidé par le Premier ministre lui-même. Et le main focus de ce comité-là, c'était qu'il nous a fait tout possible pour make sure que si Brexit arrive, qu'il n'y ait aucune disruption of trade, qu'il nous peut continuer l'accord, qu'il nous continue le commerce avec la Grande-Bretagne sans aucun problème, qu'il nous peut continuer sur le même train. Donc ça, c'était le main. À partir de là, nous utilisons une stratégie au niveau régional et aussi vis-à-vis de la Grande-Bretagne pour make sure qu'ils nous négocient l'accord avant même que le Brexit arrive, pour qu'il soit capable d'une transition en douceur. Et the good thing que nous finissons
discute avec l'Union européenne, avec la Grande-Bretagne. Nous faisons dans cette configuration de SA, qui fait ça parce qu'il nous désigne l'accord entre SA avec l'Union européenne. Donc, nous faisons dans cette même configuration. Et dans 3 rounds de négociations, nous complétons justement un accord. Et ça, l'accord-là finit signé le 31 janvier. Le 31 janvier, voilà. Donc, qui ça l'accord-là prévoit? Qui nous l'accès sur le marché britannique, les maintenir tel quel. Pas pour aucun chamboulement, pas pour aucun changement. Nous pouvons continuer à exporter tous nos produits, pas seulement sucre ou textile ou thon, non, tout ce qui est produit à l'île Maurice, ce qui nous envie, nous exporter sur le marché britannique en franchise de droit, donc nous ne sommes pas subject to any customs duty. This is the first thing. Donc, deuxième affaire aussi importante, qui là, on finit faire mention, c'est les règles d'origine. Il est important ça. Les règles d'origine, c'est ça qui définit est-ce qu'un produit est éligible pour un accès préférentiel ou non. Donc, il y a un critère qui vous a mis. Et vous connaissez, nous, à l'île Maurice, normalement, nous utilisons un intrant qui nous source de l'Union européenne. Donc, nous devons s'assurer que cette disposition-là est là, qui est une disruption aussi entre, disons, le commerce entre l'île Maurice et l'Union européenne en ce qui compte le sourcing de raw materials et de intrants. Et ça aussi, nous préservons dans l'accord. Donc, nous sommes capables de source depuis l'Union européenne, nous amener Maurice, nous transformer, nous exporter sur le marché britannique, nous toujours en franchise de droit, nous ne pouvons pas payer aucun droit de douane. Ça aussi, nous finissons maintenir. Troisième affaire, ce qui est aussi très important, c'est l'accord-là n'est pas concerne uniquement le commerce des biens. Il y a 2 autres sections dans l'accord-là. Une section la coopération économique et une autre section sur la pêche. Et il y a beaucoup de secteurs sur lesquels nous faisons d'accord avec la Grande-Bretagne. Dans quelle façon nous pouvons collaborer avec eux, surtout dans les domaines de l'intelligence artificielle, que ce soit l'énergie renouvelable. Il y a beaucoup de secteurs là-dedans qui sont d'accord. Et dans une façon très claire, nous finissons de dire voilà ce qu'il nous faut faire, dans quelle façon nous pouvons collaborer pour développer ce secteur-là. Et la Grande-Bretagne aussi pour mettre à la disposition, pas seulement une compétence technique, une assistance technique, mais aussi une assistance financière. C'est ça aussi qui fait partie de l'accord. Donc ça, c'est l'accord tel quel, comme il était maintenant là. Donc le récit préserve l'accès sur le marché britannique. Et ça, l'accès-là, n'est pas une affaire temporaire, ça. C'est un accord permanent. Donc, c'est l'accès qui pourrait être en permanence. Et là, on cause l'aspect financier, l'aspect technique. Dans le communiqué qui est le haut-commissaire britannique fait l'envoie-moi, vous avez une cause aussi appointment avec consulting firm. Est-ce qu'il finit dans un développement? Non, justement, ce que je veux dire, le consulting firm, son mandat, c'est de guetter un secteur qui nous finit d'identifier, qui nous finit d'accord dans l'accord-là, et dans quelle façon nous sommes capables de faire une collaboration beaucoup plus étroite. Et les consulting firms, ils finissent à Maurice, ils finissent dans les autres pays, ils tiennent une discussion avec les stakeholders, et nous finissons les autres exactement dans le secteur que nous avons besoin, l'apport de la Grande-Bretagne en termes de développement, et aussi dans les ressources financières que nous avons besoin. Ils finissent faire ça, le consulting firm, 10 ans ici. Donc, je travaille disons, un document. Et ce document-là, une fois qu'il y paraît, donc pour donner une copie, bien évidemment, et la Grande-Bretagne, après, il y a une modalité comment pour mettre pour implémenter. Mais l'accord aussi, il fait ressortir, il y a un rendez-vous clause dedans. Donc, ce n'est pas un accord qui finit finalisé. Il y a aussi un evolutionary, un rendez-vous clause, quand nous finissons dire qu'une fois que l'Union européenne, une fois que la Grande-Bretagne quitte l'Union européenne, donc, nous pouvons faire une négociation sur les autres aspects, que ce soit le commerce du service, que ce soit l'investissement, que ce soit la propriété intellectuelle, que ce soit sustainable development, que ce soit la politique de concurrence, tout ça là, nous pouvons faire. Donc, nous pouvons avoir un accord beaucoup plus comprehensive. Et je pense que ça est important parce qu'il donne l'avantage comparé avec les autres pays. Normalement, quand on fait un accord avec un pays, on a what we call the first mover advantage.
Et pour le moment, c'est le groupe ESA au niveau de l'Afrique qui finit conclure l'accord avec la Grande-Bretagne. Les autres pays vont confier. Pas seulement, pour le moment d'ailleurs, la Grande-Bretagne il fait un continuity agreement seulement avec 5 ou 6 pays. Donc, ça donne nous déjà un avantage compétitif. Déjà, donc, vous pensez que les opérateurs et les importateurs en Grande-Bretagne, si c'était là pour faire sourcing, je pourrais bien évidemment vers un pays qui déjà n'a pas d'accord comme ça. Donc, nous, on a un first mover advantage, comme on peut dire. Et donc, ça aussi, c'est une opportunité que nous sommes capables d'exploiter. Mais ce qui m'a dire que dans le futur, parce que nous avons le service financier, passporting et tout cela, donc si nous faisons un accord sur le secteur de services, je pense qu'il faut créer un cadre légal entre l'île Maurice et la Grande-Bretagne, quand nous pouvons développer les autres secteurs de services. Encore est-il que quand le Maurice nous peut faire une négociation un petit peu partout, nous peut faire avec la Chine, nous finit compléter, nous peut faire avec l'Inde. Au niveau de l'Afrique, si on lit en termes de population, la Chine 1,4 milliard du monde, l'Inde 1,3 milliard du monde, l'Afrique 1,3 milliard du monde. Donc nous cause une masse de consommateurs. La stratégie de l'île Maurice maintenant, quand il peut faire, nous n'avons pas besoin de guider seulement le UK market. Nous avons besoin de faire une stratégie, par exemple, dans quelle façon, s'il y a un Britannique qui a envie de faire business dans l'Afrique, pour servir la plateforme mauricienne. Si vous avez envie de faire business avec la Chine, étant donné que nous avons un accord avec la Chine, de quelle façon cette stratégie-là bien faire de telle façon qu'il y est intégré. Et moi, pense qu'il donne-nous un certain avantage définitif. Yes. And this is what we want to do. Et là, nous, avant de terminer l'émission, nous faisons un dernier tour de table. Peut-être de commencer avec soit l'équité. Et titre de l'émission, Brexit, défi, opportunité pour Maurice. Ou dernier mot pour nous capables clôturer l'émission? Bon, Brexit, à la fois fait peur, parce qu'il n'y a pas qu'une équipe est arrivée devant, surtout qu'un de nos plus gros partenaires économiques. Mais comme on a discuté dans le plateau, nous avons une opportunité, comme Sunil fait mentionner, nous finissons un accord avec, explicitement, il explique cet accord-là. Donc, nous sommes capables de leverage cet accord-là pour nous gagner un first move advantage. Et là, nous saisissons une opportunité. Pour nous saisir cette bonne opportunité-là, nous devons mettre tous les nous devons mettre tout safeguard dans une position, mais en même temps, nous devons avoir beaucoup plus de visibilité sur le marché britannique. Et ça mon pensée, Ken pour cause là, IDB, c'est ce rôle qui pour nous, comment dire, nous besoin de nous-mêmes beaucoup plus de visibilité, pas seulement au niveau de l'exportation of goods, mais une cause de services financiers. Pour moi, le futur de Maurice, ça va être beaucoup le service financier dans le futur. Peut-être le mot de la fin, Ken Pouloussamy, député CEO Economic Development Board. Effectivement, le Brexit il apporte beaucoup d'incertitudes. Nous ne pas trop connaître comment il peut évoluer. Mais ce qui nous rassure, c'est qu'il a déjà fini de prendre une disposition au niveau de l'accord qu'il signe là pour qu'il nous manque d'accès, les préserver. Et il y a une opportunité, comment me dire, aujourd'hui même, au niveau de l'IDB, nous avons presque 5 sociétés anglaises qui peuvent prospecter pour être au niveau BPO. Donc ça démontre aussi un certain intérêt par rapport à ce qui peut arriver. Bon, les investisseurs, les entrepreneurs, business people, ils peuvent être un petit peu au-delà de l'Europe. Et ce qui est important, comme nous soulignons, c'est la visibilité, l'awareness et comment nous capturons le market. Parce que si jamais il y a un accord avec l'Union européenne, there will be, comment dire, there will be a shift in terms of trade. Et c'est nous maintenant qui nous disons, comment nous dire, the first mover advantage, nous prend cette bonne opportunité-là et attire cette bonne opérateur-là. Déjà, au niveau IDB, on a une campagne de promotion assez agressive. Nous payons plusieurs bandes marchés. Mais ce qui est aussi important, c'est que comment nous pouvons l'Europe, le United Kingdom, nous pouvons aussi gagner de nouveaux marchés. Par exemple, au niveau textile, aujourd'hui, je veux dire, nous pouvons exporter presque 5,5 milliards de roupies de produits vers l'Afrique du Sud. Le Kenya, je peux mentionner une compagnie qui est en difficulté aujourd'hui, à travers les efforts qu'il fait, il ouvre un marché au niveau du Kenya, que cette société peut exporter des costumes
vers le Kenya. Donc tout ça là, c'est une opportunité. Moi, je mentionne des trois, mais pour dire qu'il y a une incertitude, il y a un défi à relever, il y a un challenge, et aussi une opportunité qui nous vise à saisir. Il paraît, Dr. Boudou, non, mais tout à fait on veut réagir. Non, mais surtout pendant l'interaction, à plusieurs reprises, on trouve vous faire un petit peu d'échange le Royaume-Uni avec l'Union européenne. Il paraît qu'il donne nous la tête. Oui, dans la tête, pas comparer de siècle qui... Et d'ailleurs, si vous avez un coup de développement qui peut arriver, il y a une chance très forte qu'il y a d'un autre pas pour un Brexit. D'ailleurs, c'est la population, vous pouvez trouver, ça peut manifester. Donc, il est bien possible qu'il n'y ait pas pour un Brexit. Mais whatever be the case, nous finissons make sure qu'il n'y ait pas pour une disruption of trade dans n'importe quel cas de figure, dans n'importe quel scénario. Deuxième affaire, la Grande-Bretagne, il peut positionner maintenant sur le continent africain. D'ailleurs, Theresa May, tu fais une visite officielle au Kenya. Donc, je peux intéresser avec l'Afrique. Je peux intéresser avec les autres pays. Maintenant, c'est à nous de voir le positionnement de Maurice avec l'accord que nous-mêmes nous faisons avec un grand pays. Dans quelle façon nous élaborer une stratégie pour faire une synergie, pour développer un partenariat avec la Grande-Bretagne. Je pense que dans l'avantage de la Grande-Bretagne et dans l'avantage de Maurice. Et je pense que c'est ça que nous devons essayer de faire et je pense que c'est bien possible que nous puissions faire. Et nous sommes d'accord que nous avons un first mover advantage, so I think that we need to make best use of that. Donc, chers invités sur le plateau, nous vous remercions pour votre présence ce soir. Merci. Chers téléspectateurs, nous terminons l'émission Le Brexit et que le mot c'est un petit peu l'incertitude qui est capable d'arriver dans ma jour qui peut venir et que selon le calendrier qui est BBC fin dévoilé, demain jeudi, capable de un vote crucial dans le Parlement britannique et que le vendredi, le 29, ce vendredi, fin écrit dans la loi qui le Royaume-Uni pour bien quitte l'Union européenne, mais Premier ministre britannique Theresa May fin dire qu'il pour passer la loi pour enlève sa clause. Donc, si jamais pour un Brexit, le plus tôt possible qui ça peut arriver, pour maintenant le 12 avril. Nous poursuivons un développement. La MBC vous tenez nous certainement au courant. Merci pour l'attention. Au revoir.